Never when you talk dirty. Aujourd'hui, c'est du lourd. Je préviens, ce sera une émission un peu longue. D'abord parce que c'est le plus long texte que j'ai jamais écrit pour cette émission. Et ensuite parce que on va parler de Sorogoyen, dont moi j'ai pas parlé personnellement depuis El Reino. Et alors ça, c'est un truc qui m'est pas arrivé depuis longtemps. De films que tu kiffes avec tes tripes, que tu intellectualises un peu, mais pas trop, parce que tu les prends frontalement comme à chaque fois des putains d'expériences cinématographiques de ouf. Ça m'avait fait ça avec El Reino, ça m'avait fait ça avec Conte Disturbios, ça me fait ça avec Asbestas. Et en même temps, ces films ont l'air tous extrêmement différents. Et je me suis plongé dedans, c'est-à-dire je les ai revus en détail, j'ai regardé la mise en scène, la réal et tout. Et du coup, voilà, c'est long parce qu'en fait, par la force des choses, en écrivant Asbestas, j'ai moins parlé d'Asbestas que de toute la filmographie de Sorogoyen, puisque j'y voyais des différences et j'y voyais de profondes similitudes. Et surtout, j'y ai vu ce qui est la moelle épinière de tout son cinéma et qui en font, lui et sa scénariste, des auteurs, mais vraiment des auteurs dans le sens où nous, on parle d'auteurs, pas du cinéma d'auteur à la française, mais des auteurs comme Scorsese est un auteur pour nous, comme Cameron est un auteur pour nous, comme Jackson est un auteur pour nous, et que ce mec-là, comme les Cohen évidemment, et ce mec-là a ça. Et du coup, voilà, je me suis pris la tête dessus, donc ça fera un peu une émission qui risque d'être longue, où je vais essayer d'expliciter ce que je dis le mieux possible, mais je vais essayer. Donc voilà. Ce qui ne nous empêchera pas de dire des conneries, parce qu'on dit toujours des conneries, mais on va essayer de faire un truc un peu plus pointu que d'habitude sur le cinéma de Sorogoyen, donc plus large aussi. Voilà. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, à l'occasion de sa sortie récente en Blu-ray, on va enfin parler d'un des meilleurs films de l'année dernière, réalisé par un Espagnol qui s'est révélé en quelques œuvres aussi symboliques que d'une âpreté suffocante, comme un des plus brillants cinéastes actuels, mais surtout comme un des derniers véritables scrutateurs mythologiques de nos affres contemporaines. J'y reviendrai. Et là, nous sommes typiques dans la phrase... Le mec, il balance un truc, c'est un scrutateur mythologique de nos affres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je parle bien sûr du faussement réaliste et très allégorique Asbestas de Rodrigo Sorogoyen et de sa co-scénariste Isabel Peña, qui l'accompagne depuis ses débuts. Un film à multiples niveaux de lecture, comme tous ses précédents films d'ailleurs, où le sens des images prévaut presque toujours sur l'intrigue et dont les 1000 subtilités mériteraient bien plus que cette courte émission pour être décortiquées. J'en appelle même à notre ami Moïsakis pour qu'il orchestre un jour un de ces longs podcasts Capture Mag dédiés à des cinéastes majeurs, car depuis la dernière fois où j'en ai personnellement parlé, à la sortie du jouissif El Reino en 2018, le bougre a réalisé Madré, Antidisturbios, la série télé, et ce monstrueux Asbestas qui justifierait à eux seuls sa célébration. Car derrière l'apparente diversité des sujets qu'ils abordent, Sorogoyen et sa scénariste construisent un cinéma d'auteur puissant où s'égrène en filigrane la même peinture d'une humanité bestiale, ou d'une bestialité toute humaine, c'est au choix, la même réflexion quasi philosophique sur l'aliénation de nos sociétés contemporaines, la même logique de mise en scène qui questionne par le leurre perpétuel, mais aussi par le symbole, la métaphore et l'allégorie, notre rapport au réel, reprenant à son compte la célèbre provoque de Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité? Bref, c'est du lourd, du cohénien dans l'âme, j'oserais dire, mais qui n'est jamais hermétique, parce qu'avant d'être des œuvres complexes, qui méritent d'être analysées, chacun de leurs films est un monument de tension viscérale qui joue des codes des genres qu'ils investissent pour retourner nos tripes, et ainsi questionner notre âme. Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Et seré libre. Querelle de voisinage qui vire au drame dans un village de Galice où un couple de Français venus planter du bio va se confronter à des paysans espagnols enracinés depuis des lustres. Asbestas est à la fois très différent et profondément similaire au précédent film de Sorogoyen.
Différent parce que même s'il construit en plusieurs vagues de tensions concentriques un véritable suspense en crescendo, déjà pensé de la sorte dans El Reino ou Antidisturbios, la temporalité du récit, marquée par l'utilisation progressivement symbolique de l'ellipse, les partis pris de mise en scène qui s'éloignent de ses usuels grands angles, caméra portée et autres mouvements dynamiques, la distance toute contemplative qu'il instaure vis-à-vis de ces êtres s'ébrouant dans une nature sauvage, et l'économie de dialogue tranche avec ce qu'on avait vu jusque-là, hormis dans Madré peut-être, qui affichait déjà une bascule vers une réelle plus posée et qui contraste avec la monstruosité larvée de ce qu'il raconte. Tout le cinéma de Sorogoyen, c'est cette façon de dire « vous ne pouvez pas voir le monde et la nature humaine à travers un seul prisme. C'est pas possible. À travers le prisme de votre morale, à travers le prisme de votre idéologie, même à travers le prisme de vos biais cognitifs ou de votre vérité. Et il ne le fait pas comme un donneur de leçons, parce que jamais, et c'est toute la force du cinéma de genre, c'est de permettre à travers des archétypes de poser des questions plutôt que d'édicter une morale sur un plateau d'argent. Et c'est trop facile, ça. Et c'est ça qui rend un film de genre intelligent complexe à faire et plus dur à faire pour moi qu'un film d'auteur ou un film qui se prétend intelligent. Et le cinéma de Sorogoyen est extrêmement intelligent pour ça, c'est-à-dire qu'il te met mais avec une justesse des éléments qui te font dire mais ça c'est le produit de ça, qui est le produit de ça, qui est le produit de ça. Soit vous prenez les choses dans une forme de globalité et vous ne toucherez pas une vérité, mais vous aurez une vision du réel, soit vous restez sur votre vision pyrandélienne des choses, c'est-à-dire parcellaire, et vous ne comprendrez jamais la question de la nature humaine. Et c'est intéressant parce que je pense que lui n'a pas prétention à la connaître, mais il a prétention à la chercher et à la comprendre et à essayer de toucher du doigt petit à petit. C'est de plus en plus rare de voir des scrutateurs mythologiques de nos affres contemporaines, aujourd'hui des réalisateurs qui sont capables, à travers l'image, à travers leur scénario, de manière intelligente, à poser les graines de cette réflexion-là. Et qui intiment finalement quelque part à essayer d'avoir un regard un peu plus philosophique sur le monde qui nous entoure et pas politisé, orienté ou idéologique. Et c'est d'autant plus brillant, je trouve, qu'il ne le fait pas de la hauteur de sa chair, s'adressant au bas peuple, et qu'il embrasse les codes du cinéma populaire. Et puis il embrasse le cinéma que nous on aime, qui est un cinéma enragé, qui est un cinéma du caillou dans la chaussure, qui est pas le cinéma qui a vocation à t'édicter des choses, mais à te déstabiliser, à déstabiliser tes croyances, tes points de vue, tes perceptions. Et ça, il le fait à travers du genre qu'on kiffe. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où j'étais asbestas, tu sais, je me rappelle, je faisais des pauses, je disais à ma meuf, je disais, bon, allez, finissons le film, là, parce que c'est sûr, ça me stresse, quoi, le film te stresse, il a rien, il est lent, mais il te stresse, parce qu'il te travaille des trucs que tu sais, et ça travaille. Et si ça travaille, c'est que ça t'amène à travailler là. Et donc, ça questionne ton âme, pas ton intellect, ton âme. Qui je suis? Qu'est-ce que c'est un être humain? Voilà. J'ai fait ma petite digression, hein? T'es content, hein, en plein milieu du texte. Bon, allez, je reprends. Ici, sa volonté d'instaurer une réelle majoritairement en plan fixe avant la grande rupture du récit qui la fera partir en steadicam, et de composer des plans souvent larges où s'affrontent nature et culture, raison et pulsion, vérité et leurre, appuient bien sûr, par la beauté de leur précision, les grands thèmes relatifs au western, genre qu'il investit, ouvertement d'ailleurs, et dont Les Chiens de paille, son référent le plus apparent, était déjà une relecture. Avec 3 fois rien, 2 bicoques, un espace sauvage et un choc culturel entre 4 personnages absolument fabuleux, Sorogoyen orchestre une scénographie mentale où se jouent les drames universels de l'humanité, ce qui est le propre du western. Mais bien sûr, il va le parasiter, comme à son habitude, et comme d'autres grands noms du western l'ont fait avant lui. Et là, j'en viens aux similitudes et à ce qui me semble central dans l'œuvre du réalisateur. Sorogoyen investit des genres dont il s'amuse à détourner les codes à des fins allégoriques. C'est une évidence. Il raconte la grande histoire à travers la petite, convoquant toujours en périphérie de ses intrigues de grands événements, fussent-ils politiques ou sociaux, qui éclairent les croyances, les dénis ou les parcours conditionnés de ses personnages. C'est une évidence, là aussi.
les manifs des indignés et l'arrivée du pape dans Que Dieu nous pardonne, le procès Gutrel dans El Reino, la question migratoire dans Antidisturbios et bien sûr l'hypocrisie écolo dans Asbestas, à travers ces éoliennes qui cristallisent comme un prétexte les conflits des persos, mais dont un seul plan très don quichotesque fait comprendre qu'elles ne sont que la projection de l'aveuglement des personnages. Tu suis Denis Ménochet, bon, dans sa vie de tous les jours d'ancien prof qui veut devenir agriculteur bio dans ce village espagnol, et où, tout simplement, au départ, au détour, t'avances, et puis regarde, et puis on voit une éolienne. Tu vois, et bam, le truc est posé là. Et puis après, l'éolienne revient dans la conversation, et tu comprends que, c'est ça qui est la source du problème entre voisins, et tout simplement, dans le film, elle est fondamentale, parce que lui... et c'est là où déjà tu as un parasitage des attentes. C'est que tu suis Denis Ménochet, tu suis sa femme, et tu les suis comme deux braves gens. C'est-à-dire, tu les suis avec ton confort moral utopique toi-même. C'est-à-dire, oh, ils sont bien, ils viennent s'installer là, et puis en plus, ils réparent gratuitement les maisons du village, parce qu'ils veulent redonner de la vie au village, et faire venir d'autres personnes, et ils ne signent pas pour les éoliennes, parce que les éoliennes, ça gâche le paysage, et puis en fait, c'est polluant, et puis en fait, c'est faussement écolo, parce que nous, en tant que vrais altermondialistes, on est contre ça, contre le capital et l'argent, et tout ce que tu veux. Et évidemment, tout le film va te créer une bascule vers des personnages dont tu prends le point de vue, parce qu'il t'est présenté tel quel, et où on va te faire basculer vers l'inverse. Cette scène centrale géniale avec Luis Zahera, donc les deux rednecks, Luis Zahera et l'autre espagnol, qui vont leur balancer la vérité à la gueule. Et c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils sont dans une utopie. Et en face, on a des mecs qui vivent dans la merde, qui leur disent « Nous, on est des misérables. Nous, les mecs, ils arrivent avec je veux bien entendre toutes tes conneries sur les éoliennes, mais c'est de la thune. Moi, je vais peut-être sortir de ma merde avec cette thune. » Et il le fait avec une telle conviction. T'es là, tu fais « Ouais, mais putain, oui, en fait, arrêtez !» Ça, c'est le premier truc apparent. Et cette façon, donc, il a évidemment de te faire basculer d'une vérité, donc d'un point de vue, vers un autre point de vue, qui est une autre vérité, est absolument brillantissime. Et quand je me suis arrêté là, c'était pour évoquer ce plan de Don Quichotesque, parce que qu'est-ce que c'est Don Quichotte? Qu'est-ce que c'est Moulin? C'est l'incarnation du mal. Et t'as ce personnage-là qui, à un moment donné, s'approche. On voit pas l'éolienne, mais on voit l'ombre des pales qui tournent comme ça, et il regarde ce monstre d'acier. Bah là, tu peux pas faire plus Don Quichotte. C'est-à-dire que ça te dit, texto, ce mec est dans une illusion, ce mec est dans un fantasme, ce mec est dans un déni. Et c'est super bien amené, et c'est fait sans dialogue, et c'est fait avec une justesse et une précision du cadre qui est totalement bluffante. Je reprends. Cette dimension socio-historique sur laquelle Sorogoyen n'appuie jamais, la distillant toujours en quelques plans rares mais précieux, a fait croire à certains que du grand cinéma politique se cachait donc derrière le film de genre, comme si les deux n'étaient pas compatibles, et comme si cinéma politique rimait forcément avec réquisitoire concerné. Bon, c'est de la merde, bien sûr, puisque Sorogoyen fait avant tout du genre, sans oublier que les codes qu'il reproduit et les figures archétypales qu'il met en scène sont porteurs de thèmes universels, et que, repensés intelligemment, visuellement et structurellement, ils autorisent de grandes questions philosophiques qui vont au-delà de la morale d'un temps ou de ce besoin irrépressible qu'ont les donneurs de leçons d'imposer l'assentiment à leur vérité. Or, la question de la vérité, de notre acharnement à la trouver, à la faire éclater ou à la soustraire au monde, tout en l'interrogeant comme Ponce Pilate ce qu'elle est, et qui n'est rien d'autre que la quête de sens de nos vies, qui en sont par essence dépourvues, est à mon avis la substantifique moelle du cinéma de Sorogoyen. Un cinéma pyrrhandélien, en somme, où le spectateur, comme certains personnages, pétris d'attentes et convaincus d'adhérer au point de vue qu'on lui présente, doit dans chacun de ses films se confronter à une autre vérité, tout aussi valable que celle en laquelle il a cru. De ce flic bègue et gentil qui s'avère pulsionnel et violent, à ces CRS violents qui se révèlent plus humains que ceux qui les jugent, en passant par les rednecks d'Asbestas qui, en une scène, renvoient aux deux Français leur utopie fallacieuse, leur mépris de classe, comme leur aveuglement tout idéologique. Tous les personnages des films de Sorogoyen nous déstabilisent parce qu'ils font éclater l'archétype en foisonnement humain, parce qu'ils ont 1000 facettes, parce qu'ils nous renvoient à la gueule soit notre paresse intellectuelle, soit notre confort moral, soit notre perception très orientée du réel. La question de la vérité et du réel, encore plus évidente dans ce Asbestas où Ménochet se trimballe une caméra censée imprimer sa vérité, mais qui au final ne servira à rien, tant la vérité est multiple et le point de vue qui la sous-tend
parcellaire irrigue absolument tous les films de Sorogoyen. La vérité, comme question hautement philosophique sur la condition humaine, portée par des personnages qui la cherchent, la découvrent sur eux-mêmes ou veulent la faire éclater, comme Marina Foïs dans la seconde partie inattendue d'Asbestas, est donc au cœur de nos mythologies. Et pour un cinéaste né dans un pays encore profondément catholique, elle est au centre de ces questionnements théologiques. Il y a vraiment 3 axes que je peux pas je peux pas expliciter en un court texte, qui sont difficiles, mais tu as un travail en fonction des films. T'as toujours le genre, la manière dont il est interprété, le jeu sur les archétypes qu'on détourne, et qu'on détourne à des fins métaphoriques, donc ça a du sens, la raison pour laquelle on les détourne. Donc t'as déjà la question du genre, t'as la question, entre guillemets, de la périphérie du genre, c'est comment la politique, de manière complètement périphérique, l'histoire, la sociologie, le constat sur la société, mais qui n'est pas que espagnol, ça va toujours plus loin, c'est une réflexion sur le système, qui est un deuxième plan derrière. Et comment tout ça se traduit à travers une mise en scène ou une structure narrative qui à chaque fois détourne des attentes, qui à chaque fois est parasité. Et c'est pour ça que j'en arrive à la grande question pyrandélienne du point de vue et de la vérité, et c'est pour ça que je cite Ponce Pilate comme une blague. Il y a vraiment cette question-là du point de vue, la question de la vérité, et la question forcément de l'induction sémantique, puisque en prenant le genre, il prend des codes, il joue sur ces codes, il joue donc sur nos attentes, il joue donc sur notre paresse ou notre confort ou tout ça, pour le détourner et amener du sens. Donc, on utilise des éléments narratifs codés pour toucher à des thèmes universels et comprendre comment ces thèmes universels ont un sens dans la société d'aujourd'hui. En fait, c'est ça qui fait. Et que je trouve être assez génial. Donc, si tu veux, il y a toutes ces étapes qui sont complexes à expliquer dans ce cinéma-là, parce que c'est un cinéaste total, dans le sens où il y a un travail sur le scénario, il y a un travail sur la mise en scène, et il y a une vraie réflexion derrière en filigrane qui se tient de film en film, et qui est extrêmement cohérente, comme elle l'est chez les Cohen, où pourtant ils abordent des genres complètement différents, comme lui. La première fois, tu te dis, ah, c'est marrant, le mec il passe de El Reino à Madre, à Antedisturbios, puis à Asbestas. Non, en fait, tout ça est extrêmement cohérent derrière. On ne voit pas vraiment de religion, ni de spiritualité dans les films de Sorogoyen, hormis si l'on prête attention au titre de ces films. Et pourtant, les parcours douloureux, acharnés et au final quasi sacrificiels de tous ces personnages rendent visible son absence. Dans sa peinture de nos sociétés actuelles, étouffante, divisée, asphyxiée et dominée par l'argent, la corruption et la violence, mais surtout le déni et l'aveuglement, ils arpentent tous une forme de parcours christique, une passion à travers laquelle ils prennent sur eux les péchés du monde pour qu'une vérité éclate, fût-elle simplement la douloureuse vérité sur eux-mêmes. De celle renvoyée au visage du politicien d'El Reino à celle qu'obtient la flic d'Antedisturbios en étant contrainte de se corrompre, en passant par celle révélée par Marina Foïs qui, ce faisant, l'a fait devenir comme ceux qu'elle a condamnés, la vérité chez Sorogoyen, mais plus encore la vérité du réel, nécessite d'arpenter les limbes pour être appréhendée. Un questionnement à la fois mythologique et désenchanté du monde, dont tout le génie, à l'heure de la post-vérité, est de nous rappeler ce que nous sommes. Des hommes pétris de croyances parfois illusoires, mais aussi des bêtes sauvages. Si on veut juste parler d'Asbestas, c'est monumental parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'une telle précision en termes de composition de cadre, de découpage, de temporalité, de gestion de la temporalité de son récit tout le long du film. C'est absolument brillant. Ouais. C'est pas nouveau pour des gens qui connaissent bien Sorogoyen, tu vois. Même si on a une scène extrêmement allégorique au début. Alors elle est intéressante, on peut en parler vite fait. La scène allégorique du début, où on voit une vieille tradition, c'est le Rapa des Bestas, qui est une vieille tradition en Galice où pour laisser libre quelque part les chevaux sauvages, on les attrape, on les fait tomber au sol à main nue et on leur découpe une partie de leur crinière, bon, pour les marquer quelque part, mais après on les laisse libres. Et tu vois cette scène au début qui est jamais reprise parce qu'on n'est pas sur ces mecs après. Et donc on voit un cheval mis à terre, on comprend pas, jusqu'à évidemment, puisqu'on est dans les chiens de paille, Denis Ménochet et sa femme qui vont être confrontés aux deux rednecks, ben, la tension va monter. On attend
évidemment le bouquet final. Alors tout est en retenue, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire la tension elle est d'autant plus forte que tout est en retenue, où en fait il casse les codes, il prend en plus un personnage qui est massif, qui est typiquement dans ce genre de film, le personnage tu dirais bon, il va finir par mettre un pain à tout le monde, il met jamais un pain, il a peur, et malgré sa masse, il est tétanisé parce qu'il est en train de se... Il est très actuel, il est très réaliste comme personnage, il n'est pas cinématographique. Et pourtant, évidemment, le moment où la fight va arriver, où ils vont se foutre sur la gueule, eh ben, au ralenti, il te reproduit la scène des chevaux au début du film, qui est absolument génialement bien fait. Cette allégorie est absolument géniale. Il te la reproduit parce que il te fait rentrer dans quelque chose que tu connais, il utilise des choses que tu connais, même s'il le fait avec une mise en scène qui était un peu différente des précédents. Et elle est pensée comme un western de manière extrêmement intelligente. Je veux dire, cette notion même de plan fixe, c'est-à-dire, c'est pas dans le mouvement que je vais créer la tension, c'est dans la temporalité des plans, c'est dans le cadre, c'est dans la petitesse des persos dans le cadre, c'est le moment où je vais les agrandir. Il y a un boulot, mais qui est monumental en composition de cadre, mais qui fait que malgré tout son récit, bah, on est dans des clous qu'on connaît, et dans le film de Redneck, on l'appelle comme ça, nous souvent le film de Redneck, et on se dit, ça va partir en couille. Et cette rupture-là, qui est une façon de dire le film se finit parce que vous savez qu'il va se passer ça, et derrière, on suit pendant presque une demi-heure la femme, peut-être même plus que ça, la femme qui cherche à retrouver le corps, et qui finalement va retrouver la caméra, évidemment sans doute, avec cet énorme pied de nez de « on trouve la caméra », là encore tu te dis « la caméra va révéler la vérité », mais non, la caméra est pétée, ne marche pas, on peut pas l'utiliser, et qui finalement va quand même réussir à faire éclater la vérité, mais ce faisant, elle fait éclater la vérité en se comportant exactement comme les Espagnols se sont comportés au départ, avec une dureté qu'elle n'avait pas jusque-là, avec un réalisme absolu, c'est-à-dire elle a compris le réel, elle est passée par l'enfer pour comprendre la vérité du réel, et elle assume son sacrifice de se dire finalement, je vais être cette putain de redneck de montagne moi aussi toute seule. Et je comprenais pas ce truc. J'étais là, je disais, mais pourquoi il me raconte ça, là, maintenant, qui était un peu une logique à la Madré, sauf que Madré, à la fin, elle n'a toujours pas trouvé la vérité. Et en fait, c'est ça. C'est marrant, hein, parce que, en regardant ce truc-là, et ça m'est venu des titres des films. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais putain, mais que Dieu nous pardonne. Le royaume, Madré, et là, comme des bêtes, ce sont des termes religieux et bibliques, tous utilisés symboliquement. Et là, je me suis remis dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que font tous les persos dans les films de son? Ils cherchent tous une vérité. Et sauf peut-être dans El Reino. Et en fait, c'est toujours pareil. Alors, on pouvait en rester à cette bestialité, cette incommunicabilité, cette façon de traiter à travers une petite histoire de genre l'histoire de nos sociétés contemporaines, puisqu'en périphérie, effectivement, il se passe à chaque fois des choses qui ont du sens. Et donc c'est là où, petit à petit, en revoyant tout ça, je me suis dit, mais putain, ces mecs, ils traversent tous l'enfer pour essayer de trouver une vérité, tout ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est la passion du Christ, en fait. Inconsciemment, je pense même pas qu'il le conscientise, mais je pense qu'en cinéaste espagnol, où énormément de la mythologie espagnole est concentrée dans la mythologie catholique, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut pas oublier quand même que c'est aussi ce putain de pays qui a traversé un enfer politique avant de s'en sortir, et qui est traduit dans beaucoup de films espagnols, sur les stigmates du franquisme et tout ça. Donc, il y a quand même cette notion de la douleur et de la souffrance. Et je me suis dit, ouais, mais là, t'as fumé la moquette. Et en fait, c'était ma seule façon de pouvoir expliciter la deuxième partie d'Asbestas. Alors, c'est ma grille de lecture, elle vaut ce qu'elle vaut. Et c'est intéressant d'avoir un personnage dont c'est pas le sujet central et qui pourtant est porté par ça. Et donc, derrière, il y a tout ça. Et le fait qu'il y ait des plans à la Don Quichotte, tout ça n'est pas innocent non plus. C'est vraiment d'énormes référents culturels qu'il y a dans beaucoup des films de Sorogoyen et qu'il assume. Ça fait partie de sa culture. Et en fait, ça m'a éclairé, je voyais ces parcours christiques, je me suis dit, putain, mais inconsciemment et de manière totalement allégorique, la rupture de ce film-là, elle correspond à la rupture du parcours du Christ, de la même manière, avec le Christ qui meurt, le Christ qui est enterré, puis boum, et puis toujours, putain, il n'est plus là. Et donc, tu as cette espèce de rupture au milieu dans cette histoire, et qui a donné lieu à 1000 réflexions d'abord théologiques, et qui sont devenues des réflexions, parce que tout est très lié, des questions philosophiques sur la nature humaine, parce que ça nous renvoie tout ça.
Jésus dans la culture catholique, mais c'est comme Bouddha dans d'autres, c'est comme nous renvoie des choses sur nous-mêmes, évidemment. Et ça m'est apparu de manière complètement flagrante. Et cette notion de, ben voilà, je traverse l'enfer, je reviens de l'enfer, et je prends sur moi les péchés du monde. C'est-à-dire que toutes ces saloperies me transforment, je me sacrifie pour qu'une forme de vérité éclate, en sachant évidemment qu'il n'y a pas qu'une vérité, c'est toute la question de Pilate, il n'y a pas qu'une vérité, il y a des vérités, mais il y a un réel. Et tu peux avoir ta vérité sur le réel, mais il y a un réel qu'il faut que tu apprennes à regarder et à voir. Mais c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que elle fait éclater la vérité, tu te dis, ok, bon, sans douter, ben, elle la savait déjà. Donc c'était même pas qu'elle était en recherche de vérité, elle savait très bien que son mec, il avait été tué. Donc c'est pas ça le sens de cette fin, c'est pas chercher la vérité. Et c'est pas non plus simplement la faire éclater. C'est qu'est-ce qu'on cherche dans nos vies. Parce que tu peux mettre en parallèle ce personnage avec la mère de Madré, qui n'aura jamais la réponse, elle. Qui ne la trouvera jamais la réponse. Et c'est ça qu'elle se pose comme question. Qu'est-ce que je cherche, en fait? Et dans celui-là, à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les rednecks. Elle va pas parler aux rednecks. Elle va pas parler aux mecs qui ont tué son mari. Elle va les dépasser, les deux. Et elle va aller voir la mère, la madre, qui est là depuis, on te le dit dans le film, qui est là depuis 75 ans. Et qui lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Exactement la même phrase qu'avait sorti Denis Ménochet face au mec avant la confrontation. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, elle lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est toutes seules, tous les deux. Les deux mecs, ils vont aller en tôle, on le sait déjà. Et c'est pour ça que c'est pas le sujet. Tu vois? Ce n'est pas le sujet. C'est qu'elle va voir la mère supérieure. Et à la mère supérieure, elle va lui dire, on est pareil, on va finir. Toutes seules, toutes les deux, comme des putains de rednecks, dans la solitude. Ici. Mais cette solitude, ce côté misérable contre lequel s'insurgeait l'Espagnol qui avait passé sa vie à faire ça, c'est le réel. C'est pas le fantasme de Denis Ménochet du petit joli village pittoresque qui va retaper pour que des hippies viennent y vivre et que tout est beau, tout est joli. Non, le petit village, c'est dur. Et la phrase la plus importante de tout le film, c'est le vieux pote de Denis Ménochet qui, à un moment donné, se retrouve en haut de la colline. Et l'autre, il lui dit, tu t'en sors. Et Ménochet fait, tu vois, je vais y arriver, tout ça. Et l'autre, il lui dit, la terre est exigeante. Elle te consume. C'est la phrase la plus importante. La terre, c'est le réel. Le réel, il est exigeant. Le réel, il te consume. La vie, elle n'est pas facile. La vie, elle est dure. Pour une majorité de gens, la vie, elle est hardcore. C'est pas les fantasmes de merde qu'on te vend. Parce que le monde est dominé par du narratif, par des mythes. Mais un bon mythe, c'est celui qui t'interroge aussi sur ta nature et d'essayer de te sortir de ta condition. Mais la réalité aussi, le réel, c'est que les conditions, elles sont hardcore. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que au final, ce personnage, la vérité qu'il trouve, c'est pas celle qu'elle fait éclater. C'est comprendre ça. C'est comprendre que j'ai fantasmé de venir ici, mais le réel de ça, c'est être seul, dans une ferme, et en chier. Tu vois? Elle devient misérable. C'est une inversion qui est géniale par rapport au postulat de départ de ces espèces de bobos qui vivent dans une bulle. Comme il lui dit à un moment donné, il dit on est misérable, mais parce que toi t'as de la thune, c'est pas grave. Tu rates ta ferme là, ben, tu peux te casser et faire autre chose. Et d'ailleurs, elle le dit dès le départ. Elle dit moi j'ai pas envie de vivre ça. Est-ce qu'on a raison de venir ici? On a raison de faire ça? Et l'autre est complètement conditionné dans son truc. Et à la fin, elle a compris ce conditionnement. Elle a compris qu'ils étaient conditionnés. Et quand elle te dit je suis bien ici, malgré tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a souffert face à sa fille, qui est une urbaine, qui ne comprend pas, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle a accepté le réel. Elle a accepté, elle n'est plus dans un leurre, elle ne se ment plus à elle-même. Et on est dans un monde où on se ment beaucoup à nous-mêmes, et où on nous ment. Donc, c'est pour ça que cette question du réel et de la vérité, elle est fondamentale. Parce que c'est ça que te dit le film. Et c'est ça que te disent tous les films de Sorogoyen. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit, mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment brillant. Et que, à chaque fois que ce mec fait un film de plus, à chaque fois, je suis bluffé.
Et j'avais vraiment le sentiment de me dire, c'est très différent, et pourtant, c'est pas si différent que ça. Non, bah c'est un auteur, le mec, il a un truc qui le drive. Voilà, c'était la Minute Yannick Dahan, avec un très bon film, hein, Asbestas, que j'intime vraiment à tout le monde de voir et de revoir, parce qu'il y a vraiment... Là, j'ai effleuré le truc, hein, parce qu'on pourrait parler de mise en scène pendant des plombes sur ce film, et sur tous les films de Sorogoyen. Donc c'était un peu long. Voilà, la prochaine fois sera sans doute un petit peu plus court. On se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour un autre film, et je sais pas dans quel ordre on va les faire, donc je ne m'avance pas, mais vous allez voir, il va y avoir des petites surprises. Allez, ciao.